J'aimerais, si vous me le permettez, dédier ce travail qui est une hypothèse d'abord au Center for Humanities Research at the University of Western Cape en Afrique du Sud, d'où je reviens et qui m'ont absolument inspiré de leur travail particulièrement digne et courageux. J'aimerais parler aujourd'hui de l'enjeu des big data et des réseaux médiatiques sur la perception, si nous souhaitons encore comprendre la perception comme acte néganthropique. Et l'hypothèse de travail que je voudrais proposer, c'est de voir si Simondon et Lacan ont quelque chose à nous dire aujourd'hui de la médiation et du savoir dans cette néganthropocène que nous essayons de penser ensemble. Petit 1. L'imaginaire technique. L'Anthropocène met au défi le devenir comme dimension de l'être. Ou pour le dire avec Gilbert Simondon, l'augmentation de l'entropie de notre milieu actuel réduit la capacité de l'être à se déphaser par rapport à lui-même. En diminuant le potentiel d'ouverture des possibles, en épuisant le présent, l'Anthropocène semble désormais narrer l'histoire d'une double perte. D'une part, la perte de la plasticité de l'individu psychique et collectif, c'est-à-dire sa capacité à se réorganiser transductivement et donc à engendrer un processus qui fait de l'individuation une opération en progrès. D'autre part, la perte de la capacité à rendre les situations métastables, c'est-à-dire d'inventer une organisation autre du milieu dans lequel l'individu coévolue. La double perte de plasticité de l'individu et de métastabilité du milieu font que le devenir comme dimension du vivant est mise en péril. Dans ce contexte, 3 symptômes majeurs doivent être énoncés. Premièrement, les 5 domaines fondamentaux des régimes d'individuation, à savoir la matière, la vie, l'esprit, la société et la technique, sont vidés de potentiel à opération transductive. Deuxièmement, il y a épuisement de la relation comme modalité de l'être. Troisièmement, il y a désingularisation de la médiation comme principe pharmacologique fondateur de l'individuation. Ces symptômes de l'entropie contemporaine résonnent avec la réplique inaugurale de fin de partie de Samuel Beckett. Fini. C'est fini. Ça va finir. Ça va peut-être finir. Les grains s'ajoutent aux grains, un à un, et un jour, soudain, c'est un tas, un petit tas, l'impossible tas. L'impossible tas de fin de partie décrit déjà en 1957 un épuisement psychique et collectif. Ressources, liens, rêves, projets, forces, possibles, l'évidement de l'énergie infiltre l'esthétique. Et comme dirait Deleuze, nous sommes devenus les personnages inaffectés de l'espace inaffectable de Beckett. Cet épuisement
désormais caractéristique de notre ère, semble définir les problèmes liés à l'Anthropocène en termes d'énergie et de savoir. Par énergie, je me réfère à la capacité d'un système à produire un mouvement. Par savoir, je me réfère à la racine latine de sapere qui indique qu'une entité possède une saveur. C'est justement parce que ce moment de l'Anthropocène est le moment le plus haut d'incertitude quant au devenir des formes transductives de l'individuation psychique et collective qu'il s'agit en même temps du moment le plus décisif. Décisif dans le sens qu'une bifurcation majeure peut désormais faire événement et opérer la réorganisation des domaines et régimes d'individuation. Nous pourrions alors avancer avec Gilbert Simondon que la matière, en apparence inerte, de l'épuiser, recèle la virtualité des formes. Dans le contexte du néganthropocène que Bernard Stiegler nous invite à penser, il s'agit alors de percevoir et de différencier entre la protension négative, comme système de stabilisation absolue, comme état de mort, et la phase d'épuisement, comme processus d'où toutes formes d'action peuvent encore être inventées, afin de recommencer à occuper le temps de signification longue. En d'autres termes, même épuisé, le vivant recèle toujours la permanence d'une métastabilité. Il s'agit alors de percevoir et de différencier entre formes inertes et états stables, afin d'évaluer intuitivement la virtualité des formes à venir pour que le devenir puisse à nouveau s'entendre en termes d'énergie et de savoir. Selon Gilbert Simondon, le sujet perçoit de manière à s'orienter par rapport au monde. Le sujet perçoit de manière à accroître non la quantité de signaux d'information, ni la qualité d'information, mais l'intensité d'information, le potentiel d'information d'une situation. Percevoir, c'est comme le dit Norbert Wiener, lutter contre l'entropie d'un système. C'est organiser, maintenir ou inventer une organisation. Il ne suffit pas de dire que la perception consiste à saisir des tout organisés. En fait, elle est l'acte qui organise des tout. Elle introduit l'organisation en reliant analogiquement les formes contenues dans le sujet aux signaux reçus. Dans ces termes, la perception est conçue comme acte néganthropique, qui établit une relation active tout en supposant que le sujet fasse partie du système dans lequel est posé le problème perceptif. Bien que cette proposition simondonienne soit alléchante, voire savoureuse, deux impensés majeurs nous appellent désormais à réévaluer ces propos. Premièrement, Simondon, bien que grand penseur de l'objet technique, ne pense pas la technique comme un régime fondamental de l'individuation. Ici, la perception est envisagée en dehors de toute technicité, et c'est pourtant depuis la structure parallaxique de l'organisation du regard que la théorie même de la réorganisation du système doit être réévaluée. Deuxièmement, l'approche simondonienne de la perception s'ancre
dans deux a priori, désormais mis au défi par la régulation algorithmique des cycles du vivant. Un premier a priori veut que la métastabilité précède la perception. Un second a priori veut que la perception soit un acte relationnel du sujet avec son milieu. Or, il y a nécessité conceptuelle de non seulement ancrer la technique comme régime pharmacologique majeur du devenir de l'individuation, mais également de questionner les outils d'une organologie de la volonté lorsque ni la plasticité de l'individu, ni la métastabilité du milieu ne peuvent désormais plus être les garants a priori du devenir du vivant. En d'autres termes, si la perception se veut être acte néganthropique, cela ne peut et ne doit s'effectuer que performativement, à l'aide du plan d'intermittence que les différents outils de l'organologie de la volonté nous aident à organiser et inventer. Il y a donc une tension entre la persistance d'une volonté et l'intermittence du noétique en acte. C'est depuis cette tension et dans ce contexte que le concept même de nécanthropocène est doté du pouvoir de réactiver les outils d'une critique philosophique dont la politique n'a pas peur d'adopter et donc de choisir un angle d'attaque parallaxique, bifurcatif. Cet acte perceptif et différentiel est lié à la cultivation d'un imaginaire technique qui, loin de dicter la relation au réel, comme l'a mal suggéré Louis Althusser dans sa définition de l'idéologie comme allusion et illusion de cette même relation, offre le plan nootechnique d'un devenir qui réorganise énergétiquement et savoureusement le vivant. L'imaginaire technique est l'organisation d'un improbable collectif comme garant pharmacologique de l'individuation. Ici, chez Spinoza comme chez Deleuze, Lacan et Simondon, le collectif est premier. Il s'agit ainsi, comme dans le cas du réseau pneumatique de transport de passagers proposé à New York en 1667, d'inventer techniquement un imaginaire qui permettra 30 ans plus tard la création du réseau postal pneumatique. C'est par compression d'air que la régulation de l'espace-temps s'établit. La circulation ensuite de messages, lettres, notes, codes et autres informations se développe ensuite de manière fulgurante. Il y a à travers l'imaginaire technique une transduction d'une fonction technique vers des pratiques d'interprétation liées à cet imaginaire. Dans ce cas, et dans notre contexte contemporain, la notion même de perception comme acte d'orientation du sujet dans le monde est mise au défi par le milieu dans lequel nous évoluons. Un milieu qui se caractérise par le développement de l'économie de l'attention, imposant au sujet une sursollicitation neuronale liée à une sous-motricité physique. C'est dans ce contexte médiatique que je souhaite questionner non seulement le principe d'épuisement, la figure de l'épuisé, tous deux emblématiques de l'Anthropocène, mais également les catégories de l'énergie et du savoir. Grand 2. La néganthropie chez Lacan et Simondon.
Je souhaite vous proposer aujourd'hui d'interroger le principe de négantropie à travers deux auteurs, Jacques Lacan et Gilbert Simondon, et plus précisément deux ouvrages rédigés et ou prononcés à quelques années de différence. Tout d'abord, Le moi, dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, le séminaire 2 de 1954 et 55, où savoir et machine sont intimement liés, et l'individuation psychique et collective de 1958, où objet technique et affect ouvrent le champ d'une pensée de l'individuation. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est de poser la question de la négantropie, non pas à partir du contexte socio-technique des années 50, mais de questionner une certaine généalogie de la technicité qui s'ancre dans ces systèmes de transport d'informations et qui structure toute forme de médiation actuelle. Cette généalogie ou historiographie des systèmes médiatiques, bien que non exhaustive, se veut d'être comprise à la lumière d'une interrogation urgente imposée par cette prétention négative que sont les big data. Alors, je vais vous montrer une courte vidéo. Je vais vous montrer une vidéo du théoricien et vidéaste Thierry Kunsel, qui développe une installation. Et j'essaye de voir comment il propose une critique de la médiation à travers une mise en question des courts-circuits de l'émotion. Ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de montrer ou de critiquer le développement dans nos réseaux médiatiques de l'usage de l'émoticône. L'émoticône pourrait se définir comme immédiateté de l'effet émotionnel, un affect sans genèse. Il y aurait alors une monstruosité à ne pas montrer le devenir d'une émotion et uniquement rechercher un effet hégémonique où la signification d'un mot, d'un geste est immédiatement relayée à un corpus imposé à nous. Ce que j'essaye de développer, c'est de penser une vidéo comme ça, comme une possibilité de pharmacologie des prothèses affectives. Cette pharmacologie des prothèses affectives
Je souhaite de la penser à travers une interrogation des fonctions du moi, dans la perspective freudienne telle qu'elle est développée par Jacques Lacan. Jacques Lacan aborde la question du moi à travers un long préambule adressé par le personnage de Ménon, entendu comme figure exemplaire de l'analyste. C'est afin d'interroger l'ambiguïté singulière du savoir et de la vérité que Lacan se réfère à celui qui, je cite, « inaugure dans la subjectivité humaine ce style d'où est sortie la notion d'un savoir lié à certaines exigences de cohérence. » Fin de citation. Pour Lacan, Socrate est celui qui inaugure un nouvel être dans le monde, en révélant que ce qu'il y a de plus précieux, à savoir l'arrêté, l'excellence, ce n'est pas la science qui offre les voies pour y parvenir. Avec Socrate s'établit un décentrement, a priori de toute expérience. C'est à partir d'une vertu inscrite hors champ qu'un horizon de savoir s'ouvre à la subjectivité. Plus précisément pour Lacan, l'équation ménonienne révèle que le savoir est doué d'une inertie propre. Cette inertie ou ouverture fait perdre au savoir même quelque chose de la vertu d'où il a commencé à se déposer comme tel. Il s'agit donc d'appréhender le savoir selon un double décentrement. Premièrement, c'est à partir d'une vertu inscrite hors champ de l'expérience qu'un horizon s'ouvre au sujet. Secondement, le savoir, doté de son propre système énergétique, ne permet néanmoins pas de s'ancrer dans l'autoréférentialité. En perdant quelques liens à cette vertu inscrite hors champ de l'expérience, le savoir, à la différence de la vérité chez Spinoza par exemple, montre une propension évidente à méconnaître son propre sens. Non seulement le savoir apparaît chez Socrate comme récurrence, c'est-à-dire comme éveil dans le sujet d'un rapport savoureux à des formes éternelles, mais Ménon nous montre de plus que l'épistémé ne couvre pas tout le champ de l'expérience humaine, mais plutôt que la bonne interprétation s'est analysée au moment où il le faut. Analyser, c'est occuper le temps négantropique, parallaxique. L'impératif que suggère la lecture de Ménon par Lacan est de penser l'épistémé comme étant fondamentalement lié à une certaine technicité du discours, qui prend en compte cet horizon perdu duquel est née une relation du sujet au savoir, entendu ici comme système dynamique. Cet horizon, cet hors-champ depuis lequel opère la vertu, d'où naît l'horizon relationnel au savoir, est un circuit symbolique extérieur au sujet. Ce circuit symbolique, que Lacan définit à plusieurs reprises comme l'univers de la machine, est lié à certains supports techniques. Je lis le court texte Freud, Hegel et la machine. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture d'un livre de Descartes qui s'appelle « De l'homme ». Vous aurez cet homme pour pas cher, ce n'est pas un ouvrage des plus estimés. Il vous coûtera moins que le discours de la méthode, cher aux dentistes. Feuilletez-le et contrôlez que ce que Descartes cherche dans l'homme, c'est l'horloge. Cette machine n'est pas ce qu'un vain peuple pense. Ce n'est pas purement et simplement le contraire du vivant, le simulacre du vivant. Qu'elle ait été faite pour incarner quelque chose qui s'appelle le temps et qui est le mystère des mystères, doit nous mettre sur la voie. Qu'est-ce qui est en jeu dans la machine ?
Qu'à la même époque, un nommé Pascal se soit employé à construire une machine, encore toute modeste, à faire des additions, nous indique que la machine est liée à des fonctions radicalement humaines. Ce n'est pas un simple artifice, comme on pourrait le dire des chaises, des tables, ça ferait pas plaisir à Simondon, des chaises, des tables et des autres objets plus ou moins symboliques au milieu desquels nous habitons sans nous apercevoir que c'est notre propre portrait. Les machines, c'est autre chose. Ça va beaucoup plus loin, du côté de ce que nous sommes réellement, que ne le soupçonnent ceux-là même qui les construisent. La machine incarne l'activité symbolique la plus radicale chez l'homme. Ainsi, la perte de savoir et de saveur qui définit l'Anthropocène serait liée non seulement, comme nous l'a rappelé il y a bien longtemps Bernard Stiegler, à la fermeture d'un circuit symbolique, à une misère symbolique liée à l'entropie des potentiels d'usage des supports techniques, pour le dire avec Gilbert Simondon, mais peut-être qu'il y aurait à inventer, côte à côte et tout contre, avec le symbolique comme circuit, un imaginaire comme technique, afin de repenser la médiation non seulement comme principe pharmacologique, mais afin également d'ancrer le collectif comme premier et a priori de l'individuation. Merci.